Salut à tous, c'est Bismart. On est de retour. Alors, on va plonger pour le coup là au cœur de l'entreprise. On va, comme on le fait de temps en temps, soulever le capot avec les achats, l'intelligence artificielle, les RH, et puis forcément, alors la question qui revient sans arrêt, l'entreprise doit-elle être juste ? Et c'est le truc maintenant. Et qu'est-ce que c'est qu'être juste ? Je suis sûr, et Romain Foix, je suis sûr que c'est une question que vous vous posez. Tiens, je vous poserai la question d'ailleurs. L'intelligence artificielle peut-elle être juste ? Est-ce qu'il y a des... Ah non, mais attendez, on finit le sommaire. Voilà, là c'est fini le sommaire. Et puis on discute justement, on va commencer avec l'intelligence artificielle. C'est parti, c'est Bismart. Oui, parce que en fait, j'y pensais pas, Romain. Mais je me souviens qu'à un moment, sur les histoires des voitures autonomes, il y avait eu ce sujet, je ne sais pas comment appeler ça, oui, ce sujet. Comment programmer la voiture autonome ? En gros, est-ce qu'il faut... Si à un moment, elle doit arbitrer entre écraser un enfant et écraser 3 petits vieux, est-ce qu'il ne vaut pas mieux qu'elle écrase 3 petits vieux pour préserver l'enfance, voilà, le potentiel de croissance que représente un enfant ? Vous regardez ça ? Alors, regardez le Romain, il a un air blasé du gars qui voit putain, oh non, c'est pas vrai. Et là, dans sa tête, et après, il me fait Terminator, le gars. Mais figurez-vous que c'est tout le contraire. Pour nous, ce sont des sujets qui sont fondamentaux. Et l'illustration de la voiture, c'est une illustration qui est très radicale parce que on va choisir d'écraser une personne ou choisir d'écraser une autre, mais c'est quelque chose qui se retrouve dans tout ce qu'on fait avec l'IA, avec la donnée. Aujourd'hui, nos clients, ils servent de l'IA pour changer la façon dont ils vont faire du marketing, dont ils vont faire des ventes, dont ils vont faire des opérations, dont ils vont faire de la maintenance, dont ils vont faire toutes ces choses-là. Et donc, l'IA va influencer des décisions qui vont avoir un impact sur des gens, qui vont avoir un impact sur du business, oui, mais aussi sur des gens. Et quand on voit tous les loupés qu'il y a pu y avoir par le passé, comme des analyseurs de CV d'Amazon qui discriminent contre les femmes, des algorithmes... Oh, boum, la petite target contre Amazon. Toujours, c'est pas contre Amazon, c'est un élément auquel il faut faire attention. Parce que quand on parle d'IA et quand on parle de données, il y a des conséquences sur des vrais gens. Et l'exemple de la voiture, c'est l'exemple extrême, parce qu'on voit des voitures qui peuvent écraser une personne ou écraser une autre, mais en réalité, toute application de l'IA, à partir du moment où elle a un sens, a des conséquences, et à partir du moment où elle a des conséquences, il y a des risques de dérive. Donc ce que vous dites, c'est quelque chose qui est fondamental dans notre approche, c'est comment est-ce qu'on fait pour s'assurer qu'on a un niveau de confiance et de contrôle. Et ma certitude là-dessus, c'est que la confiance, elle est dans l'humain, et pas dans la technologie, et c'est un des principes directeurs qu'on suit. Réponse brillante. Réponse brillante à un sujet, moi j'avais toujours trouvé que c'était un sujet à la noix. Pourquoi ? Parce que la voiture autonome avec une bonne IA, elle écrase personne. Enfin, mais non, mais en fait, on programme une forme d'échec. Elle écrase personne parce que elle ralentit dans les zones où il y a du monde, parce que elle arrive à anticiper, parce que c'est quand même ça le sujet, quoi. Elle écrase personne. C'est le premier point. C'est comment est-ce qu'on fait pour que ça écrase personne. Le deuxième point, c'est quand effectivement, il y a 2 personnes qui tombent sur la route au même moment et il faut choisir entre les deux. Qu'est-ce qu'on fait ? Et la difficulté de cette situation, c'est que c'est une situation qui est une question d'éthique assez classique, mais qui a l'habitude d'être très conceptuelle, et qui, dans ce cas-là, devient concrète. La voiture, il faut lui dire ce qu'il faut qu'elle fasse. Et le plus intéressant dedans, c'est que si vous regardez dans différentes cultures... C'est impossible de lui dire écrase un vieux plutôt qu'un gamin. Mais d'autant plus que selon les cultures, ce qui est acceptable est différent. Vous allez poser les questions en Extrême-Orient, on va avoir moins tendance à favoriser les jeunes, et dans les cultures occidentales, on va plutôt avoir tendance à préserver les jeunes. Et donc, quelle est la bonne réponse ? Déjà, indépendamment de tout élément technologique, il y a 4000 ans de débat éthique derrière nous qui ne savent pas apporter une réponse à cette question-là. Donc il est complètement irréaliste d'espérer que c'est l'IA qui va être capable de répondre à ça. Le fondement de la question, c'est qu'est-ce que les humains pensent de la réponse ? Et après, est-ce qu'on sait l'implémenter de la bonne façon dans les systèmes qu'on met en place ? Et encore une fois, l'exemple de la voiture, c'est un exemple qui est très extrême, mais ça se voit dans toutes les applications de l'IA. À partir du moment où la décision impacte des gens, il faut réfléchir à est-ce que c'est en accord avec nos principes éthiques personnels. Très extrême et pas tant que ça, puisqu'en fait, la seule... Je crois que c'est la seule aujourd'hui, mais on va en parler justement, application concrète de l'intelligence artificielle qu'on vit tous, c'est la façon dont on a, alors j'emploie le terme un peu savant, pardon, mais aliéné, c'est-à-dire dont on a confié à quelqu'un d'autre, dont on a arrêté notre jugement sur la route qu'on prend pour aller chez des amis, au travail, en vacances. Voilà. On a décidé
de confier ça à une machine? On a décidé de confier ça à une machine, mais je pense plus que ça. On a décidé de confier ça à des ingénieurs et des développeurs et des équipes entières qui ont décidé de mettre en place cette machine. Ma conviction, c'est qu'on ne fait pas confiance à une machine. On fait confiance dans les gens qui la fabriquent ou les gens qui l'utilisent. Vous avez raison. Et alors ça aussi, tiens, dans la puissance, parce que c'est Google, c'est Maps évidemment dont on parle. Je le ferais peut-être pas pour TomTom aujourd'hui, par exemple. Par exemple, si on me confie un TomTom, j'aurais peut-être pas le même regard que j'ai sur Google Maps, c'est-à-dire, oh bon, bah, il dit que c'est par là, hein, les gars, taisez-vous tous, hein, voilà. Et personnellement, j'ai confiance en TomTom, mais je pense que vous illustrez parfaitement le point. Finalement, vous avez confiance dans des personnes, c'est l'équipe Google, l'équipe TomTom, avant d'avoir confiance dans juste une technologie qui finalement est transparente pour vous. Vous ne savez pas en réalité ce qu'il y a en dessous. Donc est-ce que vous avez confiance dans le fait de délocaliser votre décision dans des gens qui vous croyez qu'ils vous aideront à prendre la meilleure décision possible? De la même manière que plutôt que de porter les choses sur votre dos, vous les mettez dans le coffre de votre voiture, vous vous aliénez la capacité de transporter la matière, mais en même temps, vous avez confiance dans le fait que le constructeur automobile a fait une voiture qui permet de le transporter. Ouais, non, c'est pas pareil. Là, c'est la mécanisation, la machine. Là, non, je vous suivrai pas sur ce point-là. Mais revenons quand même à... Non, mais c'est passionnant, Romain. Est-ce que vous avez des... Donc, alors, je le dis d'un mot, Romain Foix, je suis le directeur des opérations d'une boîte qui s'appelle Dataiku, qui est aujourd'hui un des acteurs importants à l'échelle mondiale, même, on peut le dire, de l'intelligence artificielle. Hein, voilà. D'ailleurs, là-dessus, il y a deux visions sur ce fameux concept de licorne, vous savez, c'est-à-dire start-up, moins de 10 ans, valorisé plus d'1 milliard d'euros, de dollars, comme vous voulez. Certains le revendiquent vraiment très très fortement, sans doute un effet de dynamisme au cœur de leurs équipes. D'autres sont beaucoup plus discrets. Vous êtes beaucoup plus discret finalement à vous revendiquer licorne aujourd'hui. Dataiku vaut largement plus d'1 milliard de dollars. Je lis partout 1,4 milliard à peu près, c'est ça l'idée, plus d'1 milliard, oui. Après, ouais, c'est ça, plus d'1 milliard. Mais bon, ça veut dire que c'est quasiment naturel pour vous et il n'y a pas de nécessité de la question, c'est le claironner plus que ça. Qu'est-ce que ça change en réalité? Bah, disons, c'est pour vos équipes, pour attirer les talents, pour les investisseurs, pour vos parties prenantes, voilà. Ça... Et donc c'est dans ces contextes-là qu'on va en parler, effectivement. Ouais, ça rassure les gens quand on recrute de se dire qu'on est une société qui est reconnue par le marché et qui est reconnue par les investisseurs. C'est important potentiellement pour nos clients de voir qu'on est une société qui est solide et dont certains des plus grands investisseurs du monde de la technologie auxquels ces investisseurs ont essayé de faire confiance. Mais au-delà de ça, c'est pas quelque chose qu'on va aller fanfaronner, parce que c'est effectivement juste un chemin, un passage vers une destination qui est pour nous plutôt l'essor de l'IA dans les entreprises, la démocratisation de l'usage de la donnée. Ouais. Vous parliez de, vous ne voulez pas comparer la mécanisation à l'IA. C'est moi qui vais être en désaccord avec ce que vous dites. Je pense que la transformation par la donnée est quelque chose, peut-être pas de similaire, mais en tout cas d'équivalent à la mécanisation. Alors, c'est là qu'on arrive à une immense différence. La voiture, je peux la démonter. Ouais. La black box de l'IA, elle restera un mystère pour moi. Il y a deux niveaux de réponse dans ce que vous dites. Aujourd'hui, la voiture, en réalité, vous ne pouvez plus la démonter. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de changer un phare dans les voitures les plus récentes. Il faut démonter la moitié du moteur pour être capable de le faire. D'accord, c'est le premier point. Globalement, je comprends. Et le deuxième point... Ouais. OK, l'injection électronique, ça peut être... Mais globalement, je comprends la mécanique générale qui fait que la voiture avance. Ouais. Et pour l'IA, c'est beaucoup plus compliqué. Et ça nous ramène sur le point précédent, qui est comment est-ce qu'on fait pour se créer une confiance autour de l'IA. Ouais, c'est ça. Et se créer une confiance, c'est avoir un certain niveau de compréhension des outils utilisés, avoir surtout de la compréhension des données qui sont utilisées, parce qu'il ne faut pas se leurrer. La première cause d'erreur dans le comportement des IA, c'est d'avoir ramené des biais et des erreurs, des données par le passé. L'exemple des CV que j'évoquais tout à l'heure, c'est juste qu'il y a eu des biais par le passé, qu'il y a eu de la discrimination, et que l'IA, tout bêtement, elle avait juste répété les erreurs qui avaient été vues dans le passé. Et le dernier point, c'est encore une fois la confiance dans les gens et dans la façon dont ils utilisent. Ma forte conviction, c'est qu'on va avoir de plus en plus de réglementations sur l'utilisation de l'IA, qui vont imposer pour les usages d'IA qui ont des impacts sur les personnes, d'avoir des niveaux de contrôle et de process, comme on peut en avoir dans les systèmes de risque des banques aujourd'hui. Pour l'instant, et alors démarrons là où je voulais effectivement démarrer après cette entrée en matière, mais absolument passionnante. Beaucoup plus intéressante que peut-être ce qu'on va dire maintenant. Donc, je passe ma vie dans les entreprises, avec les métiers justement, mais on va en dire un mot. La spécificité de Dataiku, c'est que vous vous adressez aux métiers. Globalement, aujourd'hui, je n'ai pas l'impression qu'il y ait une crainte vis-à-vis de l'IA. Au contraire, il y a beaucoup d'attentes. Ouais. Simplement, enfin, c'est un peu comme le sexe adolescent. Vous savez, le sexe adolescent, tout le monde en parle, tout le monde en rêve, personne ne le fait. Et j'ai l'impression qu'en fait,
personne aujourd'hui, ils sont tous noyés en fait dans ce fameux lac de data dont vous parliez. Est-ce que c'est ça la situation aujourd'hui ? Finalement, l'IA en entreprise, mis à part, oui, des éléments qui sont presque plus des éléments de mémoire, elle est aujourd'hui au stade embryonnaire. Alors, ça dépend des entreprises. On a une grande partie de nos clients qui sont très loin du stade embryonnaire, avec des milliers de personnes qui l'utilisent. Moi, j'aime bien comparer l'IA à l'informatique dans les années 90. Au début, les entreprises ont cru que les ordinateurs, c'était pour les informaticiens. On mettait les ordinateurs pour les informaticiens. La valeur de l'informatique, c'est pas pour les sociétés d'informatique, c'est pas pour les informaticiens. Là où vous retirez vraiment de la valeur de l'informatique, c'est quand vous comprenez que l'informatique, ça vous permet de faire votre métier, mais de le faire mieux, ou de faire des choses nouvelles, ou de les faire de manière plus efficace, parce que vous intégrez l'usage de l'ordinateur dans votre quotidien. Aujourd'hui, il y a quelle proportion des gens qui bénéficient d'ordinateurs qui sont informaticiens ? 0,1%. L'IA, on se dirige dans la même direction. C'est d'être capable de fournir aux gens dans leur quotidien la capacité à mieux faire leur métier. Je suis au procurement, je suis au sourcing, je vais être capable de mieux choisir ce en quoi il faut que je m'approvisionne et où est-ce que je m'approvisionne. Je suis à la maintenance. Mais ça, c'est juste par de l'analyse de données historiques, point à la ligne. Ça, c'est de l'intelligence artificielle, ça. Alors là, vous arrivez sur un autre point qui est la définition qu'on donne à l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est la voiture autonome, ou est-ce que c'est les chatbots, ou est-ce que c'est les réseaux de neurones, ou est-ce que c'est juste la capacité à exploiter au mieux la donnée dans le contexte dans lequel on est ? On a une définition chez nous qui est... En gros, IA, ça ne veut pas dire grand-chose, donc on va dire plutôt IA d'entreprise, qui est l'usage de la donnée dans les meilleurs contextes et par les technologies les plus récentes pour être capable de répondre à une problématique métier. Dans les faits, la moitié des usages qu'on voit sont des usages de données qui sont relativement simples, mais qui ont pour besoin d'être bien intégrés dans la façon dont les gens travaillent. L'autre moitié, c'est des utilisations qui sont sur des algorithmes qui sont plus compliqués, mais qui ont besoin soit d'être mis à disposition de personnes qui sont moins expertes dans les domaines de la donnée, soit d'être travaillé de manière collaborative avec les gens qui connaissent les métiers. Ouais, voilà, on a des clients qui ont des dizaines de milliers de modèles d'IA qui sont utilisés dans leur quotidien, mais c'est parce que leur perspective pour faire ça, c'est pas l'objectif, c'est d'avoir un modèle, l'objectif, c'est de faire de l'IA. Non. Aucune entreprise ne doit avoir comme objectif, c'est d'avoir de l'IA. L'objectif, c'est de mieux faire son métier. Bien sûr. Et les entreprises qui sont concentrées sur l'objectif, c'est de faire de l'IA, donc ça veut dire que mon objectif, c'est d'avoir un lac de données, ou mon objectif, c'est d'avoir des modèles prédictifs, ont tendance à arriver dans des impasses. Parce que oui, éventuellement, si votre objectif, c'est d'avoir un lac de données, vous aurez un lac de données. Est-ce que c'est ça qui vous fait le mieux travailler ? Non. Si votre objectif, c'est d'améliorer la façon dont vous faites tel métier ou tel métier avec la donnée, peut-être que le passage pour y arriver, c'est d'avoir un lac de données, mais c'est un moyen, ce n'est pas une fin. Est-ce que les modèles prédictifs ne sont pas balayés par la pandémie ? Alors, c'est un élément intéressant qui montre à quel point le modèle en lui-même a peu de valeur. Bien évidemment que les modèles prédictifs, 3 semaines après le début de la pandémie, n'ont eu plus aucune valeur prédictive. On travaille avec des gens dans le domaine de l'énergie qui nous ont dit, début avril, nos modèles, la consommation a baissé de 30%, nos modèles n'avaient plus aucune valeur. Et c'est là qu'on voit où est la puissance. La puissance, ce n'est pas dans le fait d'avoir un modèle. La puissance, c'est d'avoir intégré la démarche dans la façon dont vos métiers travaillent, parce qu'en l'espace de 3 semaines, ils ont été capables d'aller trouver des données complémentaires prédictives des nouveaux modes de consommation, de réentraîner des modèles prédictifs, de déployer ces modèles prédictifs. Et donc 3 semaines après, ils avaient des choses qui n'étaient pas parfaites, mais qui leur permettaient de prendre des décisions par rapport à s'ils avaient été sur des temps longs de je vais travailler 6 mois à faire ça en laboratoire et puis je vais déployer ça et vous retrouvez en septembre à avoir quelque chose adapté pour le mois de mars 2020. Et ce qui est sûr, c'est que le mois de mars 2020 n'a plus rien à voir avec le mois de septembre 2020. Et alors donc, le grand credo de Dataiku, ce qui fait votre croissance, c'est descendre au niveau des métiers et c'est bien ça, mettre des outils d'IA, est-ce que ça vous va, entre les mains des métiers. Exactement, entre les mains des métiers et entre les mains des experts, et d'être capable de les faire travailler ensemble pour que finalement, on n'ait encore une fois pas comme finalité d'avoir des modèles d'IA, mais comme finalité d'avoir augmenté des métiers avec des modèles d'IA. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on se retrouve avec c'est vraiment verbiage d'entreprise, avec un template, je ne trouve pas le mot français, c'est-à-dire une architecture, voilà, avec une architecture basique que tout le monde peut utiliser, dans lequel chaque métier va rentrer les données qu'il a envie d'utiliser et qui ensuite va travailler par elle-même, ça se rapproche de ça. Pensez à Excel.
Voilà, c'est Excel. ça. Il y a des gens qui s'en servent pour faire des modèles de prévision de trésorerie. Il y en a qui s'en servent pour faire la planification de leur livraison. Il y en a qui s'en servent comme carnet d'adresse. Mais tout ça, c'est le même canevas. Ouais, d'accord. Voilà, c'est ça. Dataiku, il y a cette approche de c'est ouvert à tous, accessible à tous. Vous pouvez aller chercher vos données sans être des experts. Vous pouvez faire des modèles prédictifs sans être des experts. Vous pouvez être un expert et en tirer le meilleur parti, utiliser les meilleures technologies du moment de calcul et mettre tout ça de manière orchestrée avec un impact métier pour changer la façon dont vous allez préparer la logistique de lancement de notre nouveau vaccin contre le coronavirus. Mais est-ce qu'on ne perd pas une partie de l'efficacité de l'intelligence artificielle ? Justement, l'image d'Excel, elle est bonne. C'est-à-dire, Excel, c'est Excel, mais en même temps, ça n'est que Excel. Et il y a des tas, notamment dans les directions financières, des tas de gens qui aujourd'hui sortent d'Excel pour aller vers des logiciels plus élaborés, qui font justement des choses un peu plus intéressantes et un peu plus intelligentes. Il n'y a pas là un... C'est un élément fondamental dans notre approche. On est tout sur la collaboration et la capacité, elle est assemblée des gens qui ont des compétences diverses. Vous savez faire que de l'Excel, vous pouvez faire du Dataiku. Vous êtes un super développeur en Python ou en R, vous voulez utiliser les dernières librairies de TensorFlow, etc. Vous pouvez vous en servir dans le cadre de Dataiku et travailler avec des gens qui, eux, sont plutôt des gens Excel. Ouais. Parce que la réalité, c'est qu'on parle beaucoup des data scientists comme étant les gens et les compétences dont on a besoin. On en a besoin. Mais on ne peut pas avoir une société qui est qu'avec des data scientists. Surtout vous êtes un constructeur automobile. Et j'entends surtout qu'il n'y en a pas des data... Enfin, il n'y en a pas assez. Il y en a peu. Ouais. On a dire, une marée montante de compétences données qui est incroyable. Vous regardez maintenant, il n'y a pas une école de commerce où il n'y a pas des cours de données ou de code en Python, parce qu'on a vraiment des compétences qui augmentent. On a une barrière pour être capable de le faire qui est réduite. Romain, pardon. Ouais. Question père de famille. Il faut le faire, apprendre à coder en Python ? Je ne pense pas qu'apprendre à coder en Python soit une nécessité. Je pense que comprendre la logique d'utilisation des données, la logique de programmation, est un élément qui est effectivement une compétence précieuse. C'est comme apprendre à faire Apprendre à conduire, c'est pas forcément construire une voiture. Ou apprendre comment marchent des fonctions en mathématiques au lycée. Vous n'allez pas travailler avec des fonctions pendant tout le reste de votre vie, mais comprendre la logique est quelque chose qui vous aidera à résoudre les problèmes auxquels vous pourrez être confronté par la suite. L'informatique, c'est pareil. C'est pas mal cette phrase-là. Moi, je n'ai plus l'âge, mais pour les lycéens... Non, c'est plutôt pour vos enfants à vous. Comprendre les fonctions de se servir. Oui, voilà, gardez-la. À quoi ça sert ce truc, papa ? Comprendre les fonctions. Le monsieur l'a dit, le monsieur de Dataiku, il l'a dit. Et c'est lui qui dirigera le monde. Bon, ce que je disais, c'est-à-dire... beaucoup d'attentes de la part des entreprises. Vous le ressentez aujourd'hui ? Et est-ce que le Covid a un petit peu changé la donne, justement ? Est-ce que l'épidémie a un petit peu changé la donne ? Beaucoup de questionnements aussi. Il y a beaucoup de sociétés qui sont peut-être un peu concentrées sur le côté l'IA comme finalité et qui se retrouvent dans une situation d'impasse, qui aujourd'hui voient leurs petits camarades réussir à faire cette transformation et qui se demandent comment être capable de le faire aujourd'hui. Covid a vraiment entraîné une polarisation entre les sociétés qui avaient déjà su faire cette intégration de la donnée et qui sont arrivés, on a des clients qui ont multiplié, même dans des industries sinistrées, qui ont multiplié par 2, 3, 5 ou 10 leur usage. Aujourd'hui, on a des clients qui ont des dizaines de milliers de personnes qui servent de Dataiku. De l'autre côté, on a des entreprises qui n'avaient pas su faire ce virage et chez qui, du coup, l'IA était quelque chose qui était un peu de côté. Et en cas de Covid, où on se pose des questions sur les budgets, d'un seul coup, c'est quelque chose qui devient de plus en plus petit et on perd de plus en plus de distance par rapport à ceux qui avaient su le faire. Et il faut que ce soit installer Dataiku dans une boîte, il faut que ce soit une décision centrale, ou est-ce que une BU dans son coin peut se dire tiens, je vais essayer, je vais voir ce que ça donne. Ça fonctionne de la même façon ? Oui, ça fonctionne des deux côtés. On a très souvent des gens qui sont des BU et qui s'en servent en marketing, en achat, en toutes ces choses-là pour. C'est ça, on voit de plus en plus aujourd'hui. Il suffit qu'il y ait un geek dans le groupe. Et le gars commence à se dire... Et même dans des domaines qu'on n'attend pas. L'association européenne des trésoriers corporate a décerné son prix cette année à une entreprise qui servait de Dataiku pour sa prévision de cash flow faite avec Dataiku. Donc des domaines en finance, on se serait peut-être dit plus du Excel. Donc on voit... je vous assure, oui. Voilà. On voit beaucoup de BU ou d'équipes qui s'équipent. Ce qu'on voit aussi, c'est que pour que la transformation se fasse à l'échelle de l'entreprise, il faut qu'il y ait une volonté par au-dessus. Et aujourd'hui, on travaille avec pas mal de grands groupes français et mondiaux qui, justement, sont dans cette démarche mais en fait, ce n'est pas juste une question de techno, ce n'est pas juste une question d'adoption par des BU, c'est une question de comment est-ce qu'on aligne la façon dont on veut travailler nos personnes, nos process et nos technologies. Et pour ça, on a besoin d'avoir une solution englobante
et d'avoir l'accompagnement qui va avec. Et Dataiku, ça évolue vers ça aussi. C'est bien sûr, on a la partie logicielle qui permet, quel que soit votre niveau de compétence, de monter à bord, d'en tirer parti et de monter en compétence. Mais aussi, on a développé l'expérience avec ces quelques entreprises dans le monde qui ont su faire cette transformation, de qu'est-ce qui est important pour être capable de passer à l'échelle dans l'utilisation de l'IA dans l'entreprise et de partager ces bonnes pratiques et ces services avec nos clients. Et sinon, Terminator, alors Fort heureusement, on est encore loin de ça. Hein, et c'est une question qu'on entend souvent et qui est une question qui n'est pas dénuée de sens d'ailleurs. je plaisantais quand on a monté cette chaîne, il y a maintenant donc 8 mois. Donc nous sommes installés rue Chateaubriand. Et évidemment, vous invitez des gens, je devais l'écrire à peu près 6 fois par jour. Et il a fallu 6 mois pour que l'iPhone arrête de me proposer Châteaubriand en 2 mots, mais Chateaubriand. Et je me disais, ça va, on a un peu de marge avant que les robots nous tirent dessus dans la rue, quoi. Il y a encore un peu de marge. De toute façon, il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, l'IA et la donnée, c'est très bien pour répondre aux questions, mais l'intelligence de poser les questions, ça reste quelque chose d'extrêmement humain. Ouais, voilà, c'est ça. Merci Romain, tout ça a été très intéressant. Romain Fouache, donc directeur des opérations de Dataiku, qui était notre premier invité sur Bismart. On continue donc le capot de l'entreprise après l'intelligence artificielle, les achats. Ben justement, il parlait du procurement. Tiens, Romain, notre expert intelligence artificielle de Dataiku. Olivier Weinstock est avec nous. Bonjour Olivier. Bonjour Stéphane. Agile Bayer, cabinet de conseil en achat opérationnel. Je ne sais pas ce que c'est que c'est le cabinet qui est opérationnel ou les achats qui sont opérationnels. Les deux. Ça veut dire qu'on donne des conseils stratégiques, mais on est capable de les mettre en place d'une façon concrète chez les clients. Wow. Il y a des achats pas opérationnels ? On peut être dans les gens qui réfléchissent. Le conseil stratégique, ce sont des gens qui vous feront des beaux slides avec des plans. Mais nous, on dit les plans, on vous les met en place d'une façon opérationnelle avec des vrais gens qui viennent traiter les petits et les gros sujets. Intéressant d'ailleurs, parce que c'est dans votre étude, c'est les gens qui réfléchissent, donc en gros, globalement, qui font pas grand-chose, pardon de le dire comme ça. Non, mais ça va commencer à toucher les achats au fur et à mesure. Parce que là, c'est quoi la proportion ? Alors attendez, parce que j'ai tout marqué justement. Mais il y a une proportion de plus en plus importante de direction achat qui monte maintenant jusqu'au COMEX. Voilà, tout à fait. Et ça fait 10 ans qu'on voit que progressivement, plus ça va, plus les achats sont membres du comité de direction. C'est assez logique. Aujourd'hui, quand on vend pour 100, il y en a à peu près 60 qui sont des achats et 30 qui sont des ressources humaines. Ouais, c'est ça. En d'autres termes, les achats, en général, ont un poids financier qui est 2 fois plus important que les salaires et les ressources humaines. Donc on comprend que le rôle stratégique augmente de plus en plus et le Covid et la crise a été absolument génial pour ça. Alors vas-y, on s'est rendu compte que les achats étaient un métier. Je vais vous prendre un exemple très simple qui était très amusant. Vous vous souvenez que l'État a eu du mal à trouver des masques. Et du jour au lendemain, toute la grande distribution avait des masques alors que l'État a eu du mal. Bon, les achats de l'État se professionnalisent de plus en plus. Mais c'est deux métiers. Il faut, voilà. Et encore une fois, pareil pour les vaccins. Vous vous dites, en plus, vous avez, j'en sais rien, moi, si vous voulez rester dans le domaine public, je sais pas, passer un coup de fil à Géodis, voilà. C'est la SNCF, ça, voilà. Enfin, il y a des gens qui savent faire, quoi. À un moment, non, mais cette séquence, tu as raison, Olivier, est absolument passionnante, parce qu'en plus, je crois que les acheteurs de la grande distribution l'ont vraiment vécu très durement dans leur chair. Ils avaient, eux, la capacité, ils avaient les contacts en Chine pour amener les masques, ils ont des bases d'achat, de négociation, les bases d'achat, tout. Ils ont une relation qui est continue. Acheter, c'est une relation continue. C'est pas du ponctuel, c'est pas on va quelque part, on achète ponctuellement. Ils ont des relations qui sont durables avec les fournisseurs. C'est ça l'achat moderne, avoir des relations durables, complètes. Et donc effectivement, il y en a qui se sont fait piquer les masques sur le tarmac, mais c'était pas les acheteurs non, et puis à la limite, ça, c'est la vie. Tu te fais piquer le masque, mais tu sais que de toute façon, tu en as d'autres derrière. Mais je crois qu'en plus, ils auraient adoré servir le pays. Oh oui, je pense, oui, évidemment. Ils auraient adoré bosser pour rien et ils seraient défoncés pour acheter des masques pour l'administration. C'est sûr et certain. Donc les achats sont un métier. Pourquoi est-ce que c'est de plus en plus représenté ? Parce que les achats sont un métier, qu'il y a des bons professionnels. On va se le dire entre nous. Il y a 10 ou 15 ans, il y a 15 ans, vous tombiez dans les achats, c'est que vous aviez fait une connerie. Maintenant, on attire des bons. Il y a des gens de meilleurs en meilleurs parce qu'il y a une compréhension du rôle stratégique et du rôle stratégique à différents moments. Il y a des moments où, certes, il faut réduire les coûts, il y a des moments où il faut réduire le time to market, il y a des moments où il faut améliorer le cash.
améliorer le chiffre d'affaires, créer de l'innovation. Je ne sais pas si tu as déjà été dans des points innovation, des journées innovation avec des fournisseurs. C'est un truc extraordinaire. Les fournisseurs amènent leurs innovations et là, on est dans un rôle d'acheteur extrêmement évolué, intelligent. On va travailler avec toutes les fonctions d'entreprise. C'est excellent. Alors, là, le sujet, évidemment, c'est qu'aussi énormément de responsabilités pèsent sur l'entreprise et sont transférées sur la fonction achat. On est d'accord. Et évidemment, la première d'entre elles, nous dit-on absolument partout, et c'est là où je vois que ton étude est, pour le coup, puisée aux meilleures sources. Nous dit-on partout, ça y est, la RSE est aujourd'hui la clé. On va voir un des graphiques de ton étude. On peut peut-être voir le premier de ces graphiques. Voilà, moi, je l'aime beaucoup, ce graphique-là. Parce que ce graphique-là, il dit quand même la réalité des choses. Comment votre direction évalue-t-elle en priorité la performance achat ? C'est d'abord les réductions de coûts. C'est d'abord les économies réalisées. Je le dis à 60% pour ceux qui nous écoutent à la radio en podcast. La RSE, alors oui, elle est passée de 0 à 3%, mais c'est que 3% aujourd'hui. C'est quand même ça la réalité des choses, Olivier, il faut le dire. Alors, là-dessus, on est dans un moment précis. Quand on regarde une autre partie de l'étude, on est en train de se rendre compte que les directions achats se sont rendues compte que pour atteindre un certain niveau d'économie, eh bien, elles ont développé des approches RSE qui sont importantes, et cette année, particulièrement sur l'empreinte carbone. Maintenant, aujourd'hui, qu'au tenté d'aujourd'hui, on a envie de faire des réductions de coûts, c'est normal, c'est même sain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et on le voit particulièrement, ça vient beaucoup des secteurs qui ont des problèmes globaux, comme l'automobile, comme l'aéronautique. Il y a un fonctionnement en bonne mère de famille. Quand l'argent ne rentre pas, on ne va pas le faire sortir. On est d'accord, Olivier, mais ce n'est pas 60%. Tu comprends, 60%, ce n'est pas l'automobile, l'aéronautique, c'est plus que ça. Voilà. Oui, il n'y a pas de honte à dire qu'on peut être dans une logique de réduire les coûts. On ne fait pas que ça. Et à vrai dire, on est peut-être dans une conséquence, parce que si on va un peu plus loin là-dessus... Non, attends, on reste là-dessus, parce que c'est super important. On reste là-dessus. Par exemple, quelque chose qui n'est pas là-dessus, c'est la démarche qualité. La démarche qualité, elle est complètement intégrée. On ne peut plus faire le procès aujourd'hui aux directions achats qu'elles ne s'intéressent pas à la qualité. C'est plus vrai. C'est intégré. Il y a des systèmes intégrés. Et maintenant, la RSE, c'est presque le sujet d'hier. Le sujet qui revient beaucoup quand on regarde, c'est l'empreinte carbone, parce que ce n'était pas un sujet qui était tellement traité. Mais ça fait quand même des années que la RSE est rentrée dans les mœurs. Oui. Et tout ce qui est fait aujourd'hui contribue. Prenons un exemple. Une des conclusions, c'est dire qu'on le relocalise. Relocaliser, c'est faire plus proche. Et donc, on a beaucoup de composantes qui amènent à cette logique RSE. Et ce n'est pas l'objectif direct. Parce que relocalisation, là encore, je prends tes chiffres. C'est pour ça, cette étude est formidable. C'est 30% des directions achats qui parlent de relocalisation. Oui. Et pourquoi ? Pour robustesse de la supply chain. Tout à fait. Parce que la grande affaire du Covid, c'est justement, on s'est rendu compte des moments où il y avait des maillons faibles sur la supply. Mais je pense que si on prenait le même graphique et qu'on posait la question à des vendeurs, et qu'on dirait, tiens, le rôle des vendeurs aujourd'hui, c'est particulièrement d'augmenter les prix et d'augmenter le chiffre d'affaires, ça choquerait personne. En tout cas, de les défendre. De les défendre, mais ça choquerait personne. Ouais. Donc pourquoi mettre une pression sur les acheteurs, particulièrement que sur les vendeurs ? Je ne mets pas de pression sur personne. Moi, j'aime qu'on dise ce qui se passe. D'accord. Voilà. Et donc, cette émission, elle est là pour raconter ce qui se passe, et ce qui se passe, c'est ça. Et donc, une des 4 conclusions de l'étude, c'est qu'effectivement, spécialement cette année, pour la première fois depuis 2006, il y a une augmentation de la pression sur les économies. Oui, et on a passé depuis, on se voit tous les mois de janvier depuis 6 ans, ouais. Eh bien, les années précédentes, on a dit l'inverse. Pour la première fois, on dit oui, cette année, il y a un sursaut sur les économies qui est plus important. Et c'est ça. Et en fait, pourquoi ? Parce que dans une supply chain, les économies vont être partagées à tous les niveaux de la supply chain, ce qui est logique. Là où c'est important pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, c'est que quelques économistes préviennent que le fameux monde d'après pourrait être finalement beaucoup plus dur et un capitalisme beaucoup plus dur que le monde d'avant, contrairement à tout ce qui peut s'écrire. Voilà. Donc c'est pour ça que j'aime bien quand de temps en temps on a des chiffres qui nous donnent la réalité de ce qui se passe. J'aimerais que dans ce cas-là, on s'arrête 2 secondes. On va revenir 20 ans en arrière sur la même logique. Il y a 20 ans, on cautionnait l'automobile ou la grande distribution d'être trop dur avec leurs fournisseurs. Ouais. Moi, je suis désolé, quand on regarde ce qu'a fait la grande distribution ou l'automobile il y a 20 ans, grâce à leur exigence, ils ont créé
parmi leurs fournisseurs des champions mondiaux. Aujourd'hui, l'automobile a créé des Valeo, des Faurecia, qui se débrouillent partout dans le monde. Et oui, Renault et Peugeot étaient très durs avec leurs fournisseurs il y a 20 ans. Ils le sont toujours. Mais ils ont fait des bons. C'est la même chose pour la grande distribution. La grande distribution est dure. Aujourd'hui, on a des champions français du FMCG en grande distribution, des L'Oréal, des Danone. Ils ne sont pas nés naturellement. Ils ne sont pas nés comme ça. Ils ont eu des clients qui leur ont apporté cette exigence. Dire qu'être exigeant, y compris en termes de coût avec ses fournisseurs, est mauvais, non, c'est bon. C'est intéressant. C'est des gens qui font de la grande distribution, qui font du volume. Non, mais Olivier, j'entends. On ne peut pas se dire que c'est une connerie. Il y a 20 ans, tu peux aussi reprendre la période 2009-2010, où l'industrie automobile a complètement détruit une chaîne de sous-traitance qui lui a coûté des millions, des dizaines de millions et des centaines de millions à constituer derrière. Mais attends, parce qu'on va voir un autre graphique maintenant, qui quand même est très intéressant. Voilà, celui-là est aussi très intéressant, c'est-à-dire la gestion des risques. Et donc, sécurisation des approvisionnements, qui est évidemment très nettement en tête. Respect des délais de paiement, ça y est, ça s'impose. Tout à fait. Donc là, on est sur quelque chose qui vraiment est au cœur des réflexions des directions achats, même si ça ne dépend pas toujours d'eux, il faut bien le dire. C'est vrai. Loi Sapin 2, la compliance, l'ensemble l'éthique de ce qui pèse sur les entreprises, la gestion de la protection des données et le risque de réputation. Très intéressant, ça. Ça a doublé. En un an. Ça veut dire que les acheteurs, et ça, c'est les acheteurs doivent aller tout au bout de la supply, de leur fournisseur, de leur fournisseur, de leur fournisseur, tout à fait. Pour voir s'il n'y a pas là une pomme pourrie qui va contaminer toute l'entreprise. Et sur la sécurisation des approvisionnements, il y a une actualité qui est forte. Par exemple, il y a un mois, Volkswagen a dit moi, je vais réduire mes productions parce que j'ai des problèmes d'approvisionnement en composants électroniques. La semaine dernière, Daimler a dit la même chose. Et là, tous les constructeurs sont en train de dire on va être obligé de réduire notre production parce qu'on a des manques de composants électroniques. Donc, c'est pour ça que tu dis que le rapport de force est aujourd'hui finalement rééquilibré. Tout à fait. Entre les fournisseurs et les acheteurs. On a un rééquilibre qui se fait d'une façon assez forte. Et ce que moi j'appelle les fournisseurs tyrans commencent à se calmer un petit peu. C'est un nouveau terme qu'on a utilisé cette fois-ci, des fournisseurs tyrans, parce qu'il y a des fournisseurs tyrans d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire ceux qui sont en monopole, ceux qui sont en quasi-monopole, ou ceux qui savent que même s'il y a de la compétition, le coût de changement de fournisseur est trop important ou trop lourd. Si aujourd'hui vous avez un ERP et que cet ERP vous l'avez depuis 10 ans, eh bien même s'il y a des concurrents, changer de RP, c'est impossible. Et donc, il peut y avoir mais c'est vrai sur la matière première. Si vous avez testé une matière première et que ça a pris un an, vous ne changez pas de matière première. Monsieur Oracle, bienvenue. Bon. Non, c'est tous les logiciels, on va dire. Tous les logiciels en général, ça peut arriver. Vous avez parfaitement raison, c'est bien le sujet. Et donc, ça arrive. Alors après, mais c'est beaucoup un sujet lié à la tech, ça, ces fournisseurs tyrans. Non, pas obligatoirement. Non, parce que sur les matières premières, ça peut être le cas. Quand on voit les matières les plus difficiles, c'est la matière première, c'est l'acier où il y a des soucis. La tech, c'est un petit peu plus calmé ces temps-ci. Mais évidemment, aujourd'hui, et c'est la grande obsession des directions achats, c'est de sécuriser, d'avoir les produits. Et le coût, je suis désolé, le coût, c'est une problématique pour certains d'entre eux. Mais je pense que la tendance de fond à avoir une pression moins importante sur les coûts, l'année prochaine, on en reparle. Et je pense que là, on a un pic parce qu'il faut passer la vague. Mais la tendance qu'on voit depuis des années continuera. Il nous reste 30 secondes, Olivier. Un point important, parce que justement, on va en parler maintenant, autour du télétravail. Les acheteurs s'inquiètent un peu. Déficit d'innovation du fait du télétravail. Réponse en 20 secondes. C'est simple. La question qu'on s'est posée, c'est est-ce que le fait de ne plus être en contact direct, d'être distancié, avait un impact sur le business ? Et on se rend compte pour un service achat sur 4, on voit ça donc dans l'étude Agile Buyer CNA, on voit que très clairement, ils ont du mal à amener des nouveaux fournisseurs parce qu'on travaille main dans la main, on travaille en proximité quand on va voir des nouveaux fournisseurs, des nouveaux produits. Et effectivement, pour un quart d'entre eux, c'est difficile d'apporter des nouveaux fournisseurs ou des nouveaux produits ou des nouveaux services. Olivier Weinstock, donc Agile Buyer, était notre invité sur Bismart. À bientôt, Olivier. On reparlera de tout ça et même pas obligé. Oui, voilà, c'est ça. On n'est pas obligé d'attendre. On retrouve l'étude sur notre site. Le mois de janvier. On retrouve l'étude sur le site Agile. Voilà. Très, très largement diffusée. Les amis, on continue Bismart. On repart, les amis. On parlera assez largement télétravail avec Jacques Lamblin dans 8 minutes 24 secondes exactement. Donc je ne vais pas perdre de temps pour discuter avec Olivia Copin sur la sacrée question avec laquelle vous vous grattez la tête si vous êtes chef d'entreprise tous les jours.
Je ne sais même pas comment la poser, en fait, Olivia, la question. Donc, on va dire, c'est le nom de votre entreprise que vous avez fondée d'ailleurs Tout à fait, cette année, l'année dernière. L'année dernière, tout à fait. Vous étiez, vous faisiez de la gestion de crise, c'est ça La gestion de crise, la communication corporate. J'étais dans le conseil depuis vraiment plus de 10 ans. Ouais. Et à un moment, voilà. Et voilà. J'ai vu un portrait d'une jeune entrepreneuse dans les Échos, et elle disait, elle est passée plusieurs années chez McKinsey, et en sortant, elle disait, je me suis rendu compte qu'en fait, en sortant de chez McKinsey, je savais juste faire des PowerPoint. Ah. C'est vrai ça? Non, quand même, ça, heureusement que non, mais... Juste business. Oui, tout est là. Comment avoir un business plus juste. Mais donc c'est de l'éthique, le sujet. C'est de l'éthique, et en même temps, c'est très pragmatique, parce que nous, on part du principe que ce qui est juste est créateur de richesse. Donc à partir du moment où vous êtes à votre juste place, c'est à la fois un objectif moral, mais aussi un outil de performance économique. Et effectivement, comment on fait pour être plus juste? Non, avant ça, comment on sait qu'on est juste? C'est quoi le juste? Alors, tout à fait. Il y a des traités de philosophie, il y a des bibliothèques, mais voilà. Tout à fait. C'est pour ça que je trouve cette ambition, je vais vous le dire franchement, Olivia, démesurée. C'est un compliment. Merci, puisqu'on est dans la TV des audacieux. Donc, bravo, voilà. Absolument. Mais non, effectivement, c'est pas la question de savoir. Effectivement, dans le juste, il peut y avoir un côté un peu subjectif. Nous, ce qui nous intéresse, c'est être à sa juste place. Et notre conviction chez Just Business, c'est qu'en fait, pour être juste, quand on est une entreprise, pour être à sa juste place, il faut être aligné entre ce que l'on est, ce que l'on fait et ce que l'on dit. Et là, on ne part plus dans les définitions philosophiques, c'est très concret, c'est très pragmatique, et c'est notre méthode, en fait, pour accompagner nos clients. Donc, en gros, je prends un exemple qui me passionne, Total. Total n'est pas à sa place s'il se met, j'en sais rien, moi, à planter des champs de coquelicots. Total est à sa place s'il rend son processus de production moins fort en CO2, par exemple. Pourquoi pas? Mais je pense qu'en fait, il faut d'abord partir de ce que l'on est. Alors, dans ce que l'on est, vous avez la structure, vous avez comment fonctionne l'entreprise, vous avez le management et vous avez les valeurs. Si dans vos valeurs, effectivement, vous avez cet objectif-là, effectivement, il faut avoir un positionnement, il faut faire ce que l'on est et avoir une communication qui va être alignée avec les deux premiers socles. Et c'est tout là l'enjeu. C'est pour ça que notre accompagnement, il est sur mesure. Et je ne vais pas dire à une entreprise, on n'est pas là pour dire qui est juste, qui ne l'est pas. C'est celles qui ont l'intention de devenir plus juste, qui ont envie de transformer leur business en un business plus juste et plus performant. C'est possible grâce à notre méthode, l'alignement. On est sur 3 socles. Le socle organisationnel, c'est ce qu'on est en tant qu'organisation, c'est le rapport à soi, donc sa structure, comment on fonctionne, son management, ses valeurs. On a le socle relationnel, c'est le rapport à l'autre. Comment je vais interagir avec l'autre? Qu'est-ce que je vais faire? L'autre, c'est quoi l'autre? Les parties prenantes de l'entreprise? C'est la communauté. J'ai plus envie de même de les appeler parties prenantes. En fait, c'est le cercle proche de l'entreprise. Ça va être les consommateurs, ça va être les salariés, ça va être les fournisseurs, ça va être les clients. Voilà. Ça va être toute cette communauté autour de l'entreprise. Je choisis les gens avec qui je travaille. Pourquoi? Donc il y a toute cette partie-là. Pourquoi je travaille avec tel fournisseur? Tout à fait, exactement. Et ensuite, qu'est-ce que je vais partager avec cette communauté, au-delà des obligations contractuelles, au-delà du contrat de travail? Mais rentrons dedans, parce qu'on vient d'en parler, Olivia. Pourquoi je travaille avec tel fournisseur? Parce que j'ai des objectifs de réduction de coûts, parce que j'en ai besoin pour tenir le choc. Donc je travaille avec tel fournisseur parce qu'il a le meilleur rapport qualité-prix. C'est juste ça? Mais c'est pour ça qu'il faut être pragmatique. Tout dépend des objectifs que l'entreprise se fixe, tout dépend de vos valeurs. Ce que je dis, c'est que dans ce cas précis, si vous avez une communication très verte, axée sur la réduction de l'empreinte carbone, ça sera compliqué ensuite de défendre un fournisseur qui est très polluant. L'idée, c'est de trouver des solutions pour être vraiment plus juste et harmoniser, aligner en fait ces 3 socles. Et moi, vraiment, toutes mes années d'expérience, elles m'ont amené aujourd'hui à ce constat, c'est-à-dire que si vous êtes aligné, si vous êtes droit dans vos choses quelque part, c'est-à-dire que on est conforme à ce qu'on est, on est conforme à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, eh bien, on peut être plus juste et c'est possible. Et en plus, on peut être gagnant, on peut être plus performant, parce que si je prends l'exemple, par exemple, au sein de l'organisation, on a parlé beaucoup du salarié heureux, du bien-être en entreprise. Je ne pense pas que l'idée, ça soit d'être plus heureux. L'idée, c'est d'être à sa juste place. Si, par exemple, dans une organisation, chacun est à sa juste place, l'organisation est plus performante. Je crois que là, tout le monde est à peu près convaincu là-dessus. Eh bien, tant mieux.
Tant mieux, parce que du coup, il y a effectivement tout un travail à faire. Nous, c'est ce qu'on fait avec nos clients pour vraiment identifier. Donc, on met avec des outils très simples, des audits, on fait un bilan, on regarde un petit peu ce qui est cohérent, ce qui l'est moins au sein des organisations, et ensuite on aligne entre les 3 socles, mais aussi au sein de chaque socle. Par exemple, si vous prenez le socle organisationnel, vous avez la structure, d'accord ? Vous avez le management et les valeurs. Vous avez des entreprises qui disent, nous, on est très agile. Voilà, on a à mettre en avant cette valeur d'agilité, on est très agile. Et en fait, quand vous voyez le management, vous vous rendez compte que pas du tout. Parce que le management n'autorise pas la prise d'initiative, n'autorise pas la liberté d'être soi, n'autorise pas le out of the box. Et c'est pas grave. C'est intéressant, Olivia, parce que être en face avec ce qu'on est. Il y a un sujet aujourd'hui pour les entreprises qui est la confusion des agendas. C'est-à-dire qu'en gros, OK, mais j'ai le CO2, mais j'ai aussi l'inclusion, mais j'ai aussi l'égalité homme-femme, mais j'ai aussi... Voilà. Et donc, en fait, l'ensemble de ces agendas rassemblés et réunis, c'est un petit peu votre adjectif. C'est un petit peu ce concept de juste qui fait qu'à un moment... il y a tel sujet dont il est légitime que l'entreprise se préoccupe. Exactement. Parce que ça correspond. Exactement. Parce que ça correspond à son expression, à ce qu'elle est, à ce qu'elle est en tant que ses valeurs, à ce qu'elle fait. Et évidemment, le socle le plus important, le 3e socle, qui est le socle réputationnel, lui doit être complètement aligné avec les 2 premiers socles. Aujourd'hui, forcément, on ne peut plus mentir aujourd'hui, Olivia, c'est fini. Il y a un moment d'ailleurs qu'on ne peut plus mentir. Oui, ça fait assez longtemps, mais au-delà de le fait de mentir, pas mentir, c'est vraiment... ce qu'on appelle le bashing, etc. Exact. C'est fini ça aujourd'hui. Alors, disons que le risque réputationnel est tellement important qu'effectivement, oui, c'est des stratégies qui sont vaines, mais c'est facile de le dire. Comment on fait maintenant ? Et c'est pour ça que nous, on voulait rassembler au sein d'une même agence ces 3 socles, ces 3 expertises pour garantir une communication vraiment alignée. Vous avez énormément d'acteurs, par exemple, sur ce marché, mais les stratégies de communication sont souvent parfois déracinées, ne sont pas complètement enclavées à la base, vous voyez, dans la manière dont les organisations vont fixer leurs valeurs, etc. Alors, il reste 1 minute. Est-ce que, alors justement, donc, depuis 1 an, les contacts que vous avez, peut-être avec de grandes entreprises, effectivement, votre réflexion sur le management, je la trouve très intéressante. Est-ce qu'ils sont convaincus qu'il faut passer la surmultiplier sur cette question ? Alors, en tout cas, la réflexion est clairement sur la table. Oui, je pense que toutes les entreprises aujourd'hui... Alors, vous avez celles qui sont en train de se créer, les plus jeunes qui... c'est un peu du design thinking. Elles ont déjà... En fait, on les accompagne déjà pour justement créer. Donc, quelque part, c'est plus facile. Mais effectivement, pour les plus grosses... Voilà, au COMEX que vous... Quand on est comme un Titanic, c'est plus difficile de bouger. Mais non, je pense que nous, en tout cas, c'est ce qu'on voit. La réflexion est clairement sur la table. Il y a des entreprises qui veulent devenir des sociétés à mission. On parle beaucoup du RSE. Donc je pense que ces sujets-là, ils sont clairement d'actualité pour les grands groupes. Maintenant, il faut trouver la bonne exécution. Il faut trouver la bonne méthode pour vraiment les appliquer. Et nous, on croit beaucoup en cette méthode d'alignement qui est vraiment la clé de notre société de conseil Just Business. Il va falloir qu'on... Vous avez à la fin le petit truc, clac, vive les vendeurs, bravo. Il va falloir qu'on réfléchisse. Et peut-être qu'on va faire venir aussi des spécialistes de l'éthique, par exemple, parce qu'il y a des questions comme ça qui se posent. Olivia Copin, donc Just Business, comme elle l'a dit, sur Bismart. Et maintenant, on parle télétravail. Les amis, on termine avec Philippe Lamblin, qui était déjà venu nous voir. D'ailleurs, bonjour Philippe. Bonjour Stéphane. Ancien DRH, tu étais venu nous voir en tant que président du réseau BGE. Oui, le booster, garant de l'entrepreneuriat. Premier réseau d'accompagnement à la création d'entreprises. Parfait. Voilà, 16 000 l'année dernière en France. Voilà. Et je l'avais dit d'un mot et je me suis dit, tiens, j'aimerais bien discuter avec toi en tant qu'ancien DRH. Alors, ancien DRH en plus, qui a été champion de France des DRH. Non, mais c'est vrai, c'était ça. Hein, excusez-nous, messieurs les téléspectateurs, amis dames. Oui, mes pères m'avaient fait le plaisir de m'élire DRH de l'année il y a quelques années. Ouais, il y a quelques années. Donc, tu as été champion de France des DRH, mais comme maintenant, alors on va parler, tu as d'autres responsabilités, etc., mais tu es un peu en recul par rapport à tout ça. Je voulais voir, parce que, par exemple, tu étais DRH du groupe Avril, Sophie Protéol, industrie agroalimentaire, etc. Comment est-ce que, donc c'était quoi, il y a 10 ans ? Oui, comment est-ce qu'on pouvait regarder le télétravail il y a 10 ans ? Et qu'est-ce que tu penses de cette révolution d'une rapidité foudroyante qui est en train de saisir les entreprises ? D'abord, la révolution, elle est obligatoire, j'ai envie de dire, puisque le gouvernement ne donne pas le choix aux gens. On est d'accord. 2017, si ma mémoire ne me fait pas défaut, Muriel Pénicaud dit on fait une loi là-dessus, on fait un truc très précis et allez-y. Si vous voulez faire du télétravail, faites-le. Votre patron, votre responsable aura à vous dire je ne suis pas d'accord et à argumenter pour vous l'interdire. Voilà. Et le vieux DRH que je suis, après 40 ans de boutique, me dit « Mais comment ça se fait que j'y ai pas pensé avant ?»
Parce que fondamentalement, le télétravail, ça veut dire quoi? Ça veut dire trouver des conditions de travail qui vont vous permettre d'être meilleur en étant chez vous, ailleurs qu'au boulot. Alors, est-ce que ça s'applique à tout le monde d'abord? Ben non, quand on est à la chaîne, malheureusement, c'est un peu compliqué quand on monte une voiture d'aller travailler chez soi. On est d'accord. Mais tout de suite, ce qui tape dans la tête des gens, les Parisiens qui nous écoutent, j'habite en banlieue, je fais 1h30 à 2h de RER le matin. Un jour sur 4, monsieur Lamblin, je suis désolé, il y a un suicide sur la voie, ils sont en retard, ils sont en grève. Arrivé épuisé. Mais bien sûr. 3 heures de transport par jour. Et là, ça a été la révolution. Alors, avec des conditions, on ne fait pas ça n'importe comment. On ne jette pas les gens chez eux dans leur cuisine en disant débrouillez-vous, faites le boulot. On leur donne des conditions. On met en place des ordinateurs compatibles, on fait attention comment ils sont assis, et puis on fait attention à leur vie personnelle. Si c'est pour avoir 5 enfants autour de soi qui braillent toute la journée, ça va être compliqué. Mais ceci étant, j'ai vu des gens complètement retournés. Et évidemment, beaucoup plus productifs. Pas arriver épuisé, pas passer le temps à caqueter avec les uns les autres. Alors Ça, c'est bien, ça, de caqueter avec les uns les autres. Tout le monde dit que c'est ce qui manque, justement. oui, tu as raison. Il ne faut pas que ça soit 5 jours sur 5. Dans la société de la connaissance, discuter, c'est produire. Tout à fait. Je t'offre cette C'est maxime. gentil, je vais la méditer. D'Éric Albert, voilà. Et je pense qu'effectivement, il faut de tout, mais le fait d'offrir ce cadre de vie professionnelle à des gens dans un cadre extrêmement défini, signé avec des partenaires sociaux, C'est ça. attention, C'est ça. on ne fait pas n'importe quoi. C'est ça. Parce que la petite dame qui habite rue de Monceau, alors qu'elle travaille rue de Monceau, elle me dit mais moi j'en veux pas. C'est ça. Moi je veux voir mes copines tous les jours. Voilà. Et le DRH, son boulot, ou l'entreprise, s'il n'y a pas de DRH, elle doit trouver l'alchimie gagnante dans tout ça. En tout cas, moi ce que je peux vous dire, c'est que je l'ai trouvé avec pas mal de collaborateurs qui habitent à quelques kilomètres de Paris, mais qui sont obligés de prendre des transports en commun. Ça peut être la même chose à Lille ou dans d'autres banlieues, et qui me disent aussi vite, comme dirait Saunier, excusez-moi, j'ai envie d'y venir au boulot au moins plusieurs jours par semaine. Parce que j'ai besoin de Mais cette relation avec mes copines. Ce que tu dis, et c'est le premier truc important, c'est un sujet d'entreprise, et donc le DRH, mais je pense que dans les grandes boîtes c'est fait, dans les petites petits, doit considérer que là où il va mettre son salarié, même chez lui, c'est une extension de l'entreprise où il doit avoir les mêmes conditions de confort. Oui, c'est ça, hein, pas les mêmes, Philippe. mais des conditions qui vont lui permettre de s'épanouir. Non, mais en tout cas, bien Oui. assis avec un matériel qui fonctionne. Un matériel Voilà. qui fonctionne, des connexions. Ouais, c'est Et ça, puis voilà, se tout ça. poser des questions. Et si la dame, elle se brûle avec son fer à repasser à 3 heures de l'après-midi, qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce qui est responsable? Ouais. Donc, toutes ces questions-là, il faut se les poser avant. Il faut faire en sorte de mobiliser les gens, qu'ils aient envie d'eux et qu'ils aient envie de vous dire c'est super. Derrière, ça implique quelque chose de très important. Ça implique la confiance. Oui, bien sûr, c'est préalable, la confiance. On ne montrera pas ça dans une entreprise avec lesquelles, excusez-moi, on se fout sur la tête avec les partenaires sociaux. Ils vont d'abord... Non, demander- alors, les partenaires sociaux, oui. c'est une chose, mais au-delà de ça, le manager avec ses équipes, C'est plus que la confiance, Stéphane. C'est être capable de manager comme on doit manager au XXIe siècle. On n'est pas là pour faire du présentéisme. On est là pour répondre à quelque chose. Je vous propose de faire cela pour votre journée. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de patrons qui ne l'ont pas posé comme question à leur assistante qu'ils avaient à côté de. Mais comment je vais faire si j'ai besoin d'elle? C'est pas comme ça qu'on pose les questions. C'est de quoi vous avez besoin avec ce collaborateur, en quoi il va s'épanouir, et vous allez voir que très rapidement, ils vont en faire beaucoup plus que vous demandez. C'est ça le manager du XXIe siècle. Et faire ça avec une équipe. Des sommes d'individus, certains habitant près du lieu de travail, d'autres un peu plus loin, et comment il va préserver l'équipe. Et le manager, le DRH, ils doivent écouter ces bruits sourds pour que on soit plus productif. mais il ne peut plus écouter justement ton petit geste là avec les oreilles. Il ne peut plus écouter justement. Avant, il pouvait justement jeter un coup d'œil dans l'open space, etc. On sentait des choses, il y avait des postures, on pouvait lire du body language, comme on dit. Ça, c'est fini tout ça maintenant. Eh ben, à lui d'imaginer cela. Il existe par la télévision, par l'écran, des contacts qui peuvent être pris. Et puis, ce que j'appelle les bruits sourds. Le bruit sourd, c'est la fille qui en a marre d'être chez elle parce que c'est trop long, parce qu'elle ne voit pas ses copines. Et ça, il faut être capable de l'écouter. Ouais, Alors c'est ça. effectivement, c'est peut-être pas simple, mais je suis désolé. C'est le boulot des gens. À quoi on sert? On sert à faire prendre leurs pieds aux gens au travail pour que la boîte soit plus productive. Article 1. Et pour cela, il y a des prérequis. Alors, quand certaines personnes se glosent d'avoir 50% de turnover, eh ben, laissons-les faire. Mais c'est pas là qu'on va aller travailler et qu'on donne envie. Donner envie d'aller travailler quelque part. Eh ben, la fille qui est heureuse, ou le mec d'ailleurs, hein, des fonctions commerciales, des fonctions administratives en télétravail, ça va être la meilleure ambassadrice de la boîte.
C'est pas moi, il dit le vieux là. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Il vend sa sauce. Non, mais alors d'ailleurs, l'APEC a sorti une des premières études, donc Association pour l'emploi des cadres, une des premières études autour de la façon dont aujourd'hui ça apparaît dans les offres de recrutement. Et assez clairement, c'est un indice d'attractivité. C'est-à-dire qu'assez clairement, les boîtes qui veulent recruter aujourd'hui, évidemment sur les fonctions tertiaires, les fonctions support, les fonctions transverses, tout ça, ont intérêt à proposer des solutions de télétravail efficaces si elles veulent recruter et donc les meilleurs talents. la personne qui va aller travailler là, elle va regarder quelles sont les vraies conditions. Et c'est pas je veux un ordinateur du 21e siècle, je veux un ordinateur normal qui fonctionne et qui me permet d'être en contact avec l'entreprise. On n'est pas déconnecté. Donc, de même que la bureautique va accélérer les choses, le digital va accélérer les choses. Parce que plus on aura un digital performant, mieux ce sera. Et pas de la machine. Donc Philippe, tirons le fil. Pour toi, c'est bien une lame de fond, une révolution s'est installée, ça va durer? Bien On sûr, est d'accord? Bien sûr. Donc c'est la fin de l'open space? Non, parce que l'open space, il pourra peut-être servir, mais moins souvent. En plus petit, ce sera une salle de réunion, quoi. Voilà, Tout à fait. une fois par semaine où Et on se ça voit. pose la question de l'immobilier d'entreprise. Ah mais mon ami, Et- alors ça pose, ça donne et le ces gens qui vertige. construisent des immeubles encore aujourd'hui, je me dis, mais mon Dieu, est-ce qu'ils réfléchissent 2 minutes? Mais Qui oui, ils faut qu'ils mettent réfléchissent. dedans? Mais oui, ils réfléchissent. Ils réfléchissent, mais je pense que tout le monde est un petit peu perdu. Oui, parce qu'il y a une accélération des choses, parce qu'aujourd'hui, on passe plus de temps à sa maison pour travailler quand on a une fonction administrative ou commerciale, et qu'on partage des bureaux beaucoup plus qu'on ne les partageait pas avant. Stéphane, tu viens le lundi, moi je suis là le mardi, et puis le mercredi, par contre, on a un truc On ensemble. essaye d'être ensemble. Ouais. Mais on utilise moins de surface. Qu'est-ce que ça pose comme question sur l'immobilier d'entreprise? Considérable. Voilà. On va en parler d'ailleurs. Et par rapport à la rentabilité de la boîte. Mais attends, mais qu'est-ce que ça pose? Alors, sur la rentabilité de la boîte, sur les mètres carrés, on rappelle cette décision spectaculaire de PSA de supprimer quasiment 30% de leurs sûr. sièges sociaux en Ile-de-France, mais aussi sur l'immobilier résidentiel. Enfin, le vertige. Oui, puis c'est Mais pour ça là, sur l'immobilier résidentiel, pareil, on l'a vu en tout début de semaine avec Laurent Vimont avec Century 21. Pour l'instant, ça bouge pas. c'est épiphénoménal. Voilà, on peut pas encore, voilà, il n'y a pas encore de réinstallation massive à la mode Beuvron en se disant, ouh, Non. on va être tranquille et on va aller un jour par semaine. Mais je pense qu'il faut simplement réfléchir aux collaborateurs que l'on a, que l'on mérite, parce qu'il faut les mériter. Et eux doivent vous mériter et vice-versa. Et pour cela, il faut voir quelles sont les meilleures conditions de travail aujourd'hui, au XXIe siècle, dans l'entreprise. Est-ce que ça ne va pas, alors pour le coup, Sophie Protéol, tu avais l'industrie, tu avais les services, est-ce que ça ne va pas accroître la fracture entre les cols blancs et les cols bleus? Parce que comme tu l'as dit, les cols bleus, ils n'ont pas le choix, il va falloir qu'ils y aillent tous les jours. Oui, alors certains métiers pourraient éventuellement se faire à domicile, mais ça reste epsilonel. Mais ça va être très compliqué à gérer, ça, pour, je sais pas, tiens, la DRH de Veolia, enfin, le DRH adjointe de Veolia avec laquelle je discutais, voilà, Veolia aussi, une boîte où tu as vraiment les deux, qui est une communauté d'entreprises entre Mais je veux dire, à chaque siècle... deux situations qui vont être très différentes. Oui, à chaque siècle, c'est cohérence à maintenir. Là, c'est une des problématiques qui est donnée au DRH de ce siècle. Il y a des gens qui peuvent travailler avec un confort de travail bien amélioré et d'autres qui sont, j'allais dire, à la chaîne de production. Ouais. Eh ben, il faudra trouver comment, dans cet univers-là, on peut encore l'améliorer. Je prends une illustration concrète. Bigard. Oh, la viande, etc. Eh ben, j'ai été les voir récemment à Flix-Secours. Certains disent Flix-Secours, il y a que des chômeurs. Non, il y a des gens qui Flic travaillent. Secours, c'est quoi? C'est dans le Nord, ça? Oui, c'est en Picardie, c'est à Picardie. côté d'Amiens. Bravo, monsieur Stéphane. Et ben, ils ont monté des choses qui permettent d'avoir un vrai bonheur au travail, c'est un grand mot, mais une amélioration de tout ça. Comment ils ont fait? Ils ont réfléchi. Ils ont essayé de trouver d'autres types de collaborateurs, ils les mettent ensemble, et puis ils ont un univers à l'intérieur qui fait qu'il y a des salles de repos, etc., aménagées avec temps. Il faut prendre en compte tout ça. En tout cas, ce monde qu'on me Faut décrit... prendre la mesure. Non, mais il faut prendre la mesure de ce que c'est en plus que de travailler dans Bien ces sûr. environnements-là, parce que vous travaillez, vous travaillez dans le froid. Hein. Bien sûr, bien sûr. La chaîne du froid à respecter. Enfin, c'est sans doute un des boulots les plus durs du monde que de bosser Oui, mais chez quand- Bigard ou que de bosser sur des chaînes agroalimentaires Mais comme ça. hein. quand on le présente bien et quand on ne vole pas la promesse que l'on fait, on peut faire de ces boulots des boulots intéressants avec beaucoup de personnes qui ont envie d'y aller. Ça, c'est un autre sujet. Le challenge de l'attractivité de l'agroalimentaire, sur lequel il va falloir sacrément bosser. Parce Ah qu'il y mais a oui, sacrément bosser. plein de postes à prendre. Comment se fait-il Non, mais parce que le- qu'en face, tu as la guerre des prix et tu as aussi, tu dis, des boulots intéressants, faut voir, mais surtout avec des salaires qui ont beaucoup de mal à monter. Parce que derrière, les marges, elles sont ultra tendues. Oui, alors, excuse-moi. Vas-y, Hier, un monsieur qui s'appelle Origine. Origine, c'est une petite boîte de 40 personnes qui fait des vélos à Somain, à côté de Valenciennes. On dit, mais ils sont malades.
avec Decathlon à Mais je côté. sais, ils sont venus ici, Origine Cycle, absolument. Alors, aujourd'hui, ils nous ont montré un business plan, ils veulent être à 100 millions. Et je pense que ça veut dire qu'on peut rendre... Mais comment vous faites? Oui, mais On attends. prend des gens du territoire, on les paye sur 12 mois, on donne de l'intéressement. Philippe, Oui, Origine Cycle, oui. c'est des vélos, mais pour le coup, il faut être cadre supérieur ou Non. fondu de vélo pour se les Alors, payer. Si, non. si, mais ils sont venus ici. Si, Oui, si. oui. C'est pas Bigard. Non, ah non, mais... Tu vois, mais c'est pas le steak haché qu'on va acheter chez Carrefour. Je suis d'accord, mais le salarié qui est là-bas, c'est la personne qui n'était sans travail depuis des années dans le secteur de Somain. On lui demande qu'une seule chose à ce monsieur. Est-ce que vous aimez le vélo? Oui, j'aime bien le vélo. OK. Et à partir de là, on va s'occuper du reste. Et il va falloir qu'il monte le vélo en 1h30. Et les clients, vélo à 3000 balles, on dira c'est des cadres supérieurs. C'est ça que tu veux dire? Ben non, ils me disent, nous, on a des ouvriers qui se saignent pour avoir un beau vélo à 3000 balles. Ouais, voilà, c'est ça. Il D'accord? faut être fondu de vélo. Voilà, Quoi. voilà. Non, mais Et- ce que je veux dire, c'est mais- pas la même catégorie que Bigard, tu vois. Non. Eux, ils n'ont pas des marges ultra tendues. Voilà. Oui, mais ils ont développé... Ils sont dans le haut de gamme. Oui. Ah non, mais c'est vrai, mais je te dis, ils sont venus. C'est passionnant, c'est formidable, c'est fantastique. En plus, il y a une grosse partie de Made in France et ils y tiennent. Plus qu'une grosse partie, il ne reste plus que le cadre à mouler ailleurs qu'à Taïwan. Ouais, enfin, bon, on va pas parler de ça, mais tous les groupes, enfin, ce qui Oui, s'appelle oui, les groupes de les propulsion, etc., Shimano, c'est Shimano. évidemment. Bah Voilà, oui, c'est bah Shimano, oui, c'est c'est japonais. recordman du monde. Exactement. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Exactement. Mais ils font des roues en carbone. Donc ça veut dire que dans des métiers compliqués ou moins attractifs par principe, je prends l'exemple de Bigard, ils arrivent à remplir et à avoir des gens. Dans des petits métiers comme ça, non, mais vous êtes fous, faire des vélos à Somain. Ils arrivent à trouver, et ben à chaque fois, on rencontre des patrons et des cadres qui comprennent comment on fait une communauté d'hommes et de femmes et qu'on les emmène dans quelque chose de magnifique, avec des conditions différentes. C'est possible avec 1000, 1200, 1500 personnes? Ben, c'est possible avec 300 ou 400 personnes dans une usine de Bigard. Est-ce que c'est possible avec 1000 ou 1200? Je l'ai vu dans des usines de Sophie Protéol. C'est pour ça que je te pose la question. Bien sûr, chez le SAFRE, il y a 1000 personnes à Marc-en-Barreuil depuis 7 Le générations. SAFRE, ils font quoi, le SAFRE? Je connais Le pas SAFRE, c'est quelque chose que vous mangez tous les matins, de la levure pour le pain. Personne ne connaît, D'accord. bien évidemment. Personne ne connaît. Personne ne Et c'est connaît. vendu dans 200 pays. D'accord. Et c'est capital fermé, 2 milliards d'euros de chiffre. Et voilà. Ah, et il y a c'est ça, 1000 c'est personnes à Marc-en-Barreuil qui travaillent. Pour rien au monde, ils quitteraient leur boulot. Parce qu'il y a une politique sociale, j'ai eu le plaisir d'accompagner pendant quelques années, parce qu'il y a des gens qui écoutent, et parce qu'on est capable dans une usine. Quand on arrive, on dit, ça sent la levure. Ah oui, ça sent le pain. C'est la vie. Voilà. Et donc ça veut dire que pour moi, il n'y a que des gens qui ne comprennent pas ça, qui ne sont pas capables de monter, sauf sur, évidemment, si on est sur un business model qui ne tient pas la route. Dans ce cas-là, on permettra tout de suite. Parce que moi, je les ai vus, les chaînes de Bigard aussi. Hein. C'est chaud, quand même. Et ils ont un très gros turnover, quand même. C'est quand même un boulot. C'est pas... Ah, je t'emmène C'est dur, c'est dur. Mais alors justement, et on va finir là-dessus. Toi, l'ancien de Sophie Protéol, etc. Comment est-ce que tu as vécu ce qui a été quand même une revanche de l'industrie agroalimentaire durant l'année 2020? C'est-à-dire que cette industrie agroalimentaire, là, il faut se boucher le nez, mon Dieu, n'en parlons pas, etc. Oh, tout à coup, les gars, ils ont été capables de nous donner à manger alors que plus personne ne pouvait sortir. Quelle revanche, j'imagine, ça a été, non? Oui, très très belle revanche. Il faut qu'avec l'Association nationale des industries agroalimentaires et d'autres, on profite de cette vague-là pour inscrire dans le temps les choses. Il y a une grosse réflexion qui est en cours aujourd'hui là-dessus, sur comment fait-on aujourd'hui pour faire en sorte de rendre plus attractif, d'avoir pas seulement des campagnes de com. Moi, je dis simplement qu'il faut donner la parole aux gens qui travaillent. Et les gens de chez Bigard qui t'en parleront le mieux, c'est pas toi, excuse-moi. Ah non, mais bien sûr, c'est la dame qui est dans le froid évidemment. et qui va parler de la révolution. Et je te passerai, j'ai fait 2 minutes de clip sur elle. Et donc, l'industrie agroalimentaire a démontré au pays qu'il pouvait donner à manger au pays, alors que tout s'était arrêté. Effectivement, on pense à la RHF qui souffre plus que d'autres. Bien sûr, on ne les oublie pas. Et il faudra attendre la fin du Covid pour réouvrir la RHF. Mais tout le reste... Restauration, hein, oui, la RHF, restauration hors voilà. foyer, hein, Ouais. c'est... Moi, je ne sais pas ce que c'est. Excusez-moi. C'est les petits restaurants, les cafés qui en bavent comme pas possible. Mais quand est-ce qu'on va... Bon, réouvrir mais donc l'industrie agroalimentaire, Bah oui, bien sûr. Mais il faut qu'elle saisisse ce mais moment, bien sûr, justement. c'est une opportunité sans précédent. Sans précédent. Alors, ils ont répondu présent. Il y en a d'autres. Je prends une illustration concrète. Non, mais on est quasiment au bout, donc rapide ton illustration. Intermarché, je cherche 160 alternants. On les a trouvés en moins de 2 mois. Donc, c'est possible. Je vous expliquerai la prochaine fois comment on a fait et comment il faut faire pour tous les métiers de l'agroalimentaire. J'ai confiance. Bon. Merci. Merci Philippe. Merci Stéphane. À bientôt, c'était Bismart les amis, on se retrouve demain.